Et nous commençons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci. Patrimoine. Que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille? Alors on commence par plusieurs préemptions qui ont été réalisées par le musée du Louvre. Une première réalisée pour le département des sculptures, Une Vierge et l'Enfant de Michel Colombe. Michel Colombe qui est un peintre français du XVe siècle de l'école de Tours. Cette sculpture est en terre cuite, elle a été réalisée vers 1500 et on l'a retrouvée à l'époque sur le tympan de la porte d'entrée de la chapelle d'un château qui s'appelle le château de Lacarte, situé à Ballon-Miré en Indre-et-Loire. Cette sculpture pour le Louvre occupe une place importante dans l'histoire de la sculpture de la Renaissance française, selon le communiqué du musée. L'originalité et la vivacité de la représentation, l'intensité de la relation entre la mère et l'enfant qu'elle allait, la monumentalité et la dignité de la figure de la Vierge, la qualité des détails en font une œuvre unique et fascinante. Et la statue a d'ailleurs été reconnue au titre des monuments historiques en 1976 afin d'éviter son exportation. Elle est restée ainsi dans la même collection privée depuis jusqu'à cette préemption actuelle. Cette acquisition a été réalisée lors d'une vente publique à l'hôtel Drouot qui a été menée par Rémi Le Fur et associés et elle a été adjugée pour plus de 4 600 000 € avec frais. Et ça n'est pas, Sybille, la seule préemption qui a eu lieu dans cette vente. Effectivement, le Louvre a aussi acquis un rare dessin recto verso de Francisco de Goya. Ce sont des pages au lavis de sépia qui montrent une toute première illustration de la thématique des sorcières très chère à Goya. Et l'œuvre est partie pour plus de 1 900 000 €. Ouais, un petit peu plus que, effectivement, 1000 €. Toujours dans les ventes aux enchères de la semaine, Sybille, la collection de Denise René est partie à des prix qui dépassaient les estimations. Effectivement, et ce sont 100% des lots qui ont été vendus de la succession de Denise René. Une centaine d'œuvres occupaient la vente, toujours chez Drouot, mais cette fois-ci réalisée par la maison de vente Digard Auction. Alors Denise René est une galeriste qui est née en 1913, elle est décédée en 2012, donc elle a ainsi un très large spectre de l'art contemporain, de l'histoire de l'art, et elle est à l'origine de la découverte de pionniers de l'abstraction géométrique et de l'art cinétique. Elle était une des premières à présenter des œuvres de l'artiste Victor Vasarely. 1955 était une date phare pour elle parce que c'était l'exposition Mouvement qui a fait date durant ce siècle. Elle a présenté une génération d'artistes avec Agam, Soto, Bury, Tinguely, Jacobson, Duchamp, Calder, et elle était aussi à l'origine des premiers accrochages de Mondrian dans les années 50. Et c'est tout ce parcours qu'on voit à travers la vente de sa collection à Drouot. Il y avait notamment les pièces majeures de Jean Tinguely comme Métamorphose 2, qui est parti pour plus de 900 000 € avec frais. Il y avait des œuvres beaucoup plus basses qui étaient vendues pour seulement quelques milliers d'euros pour certains dessins de Juan Gris ou Jean Harpe. Et puis ça allait autour de 50 000 € pour les œuvres de Gyula Chapoval, Jean Devanne ou Julio Leparc. Et alors, Sybille, derrière la vente de cette collection, il y a également une histoire de famille, puisque la vente n'était pas soutenue par toute la famille de la galeriste. Effectivement, il y a un communiqué qui a été très très clair, qui a été publié par le directeur de la galerie, qui est aussi le neveu de Denise René. Il indique « Ni la galerie Denise René, ni moi-même ne sommes en aucune façon à l'origine ou partie prenante de la vente intitulée Succession Denise René, organisée prochainement à l'hôtel Drouot. Et selon les informations de The Art Newspaper, la succession de Denise René a été acceptée par un juge et par l'autorité de l'administrateur judiciaire pour ainsi payer les droits de la succession. Cependant, la Denise René aurait souhaité transmettre sa collection à un musée français et notamment surtout garder l'unité de sa collection. Donc effectivement, après cette dispersion, la donation risque d'être un peu plus compromise. On continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine, Sybille. La liste Power 100 a été publiée par Art Review.
Exactement, Art Review a publié l'édition 2022 de la liste Power 100 qui est censée établir un classement des personnalités les plus influentes de l'art de l'année. En première place, on retrouve surtout le collectif Ruan Grupa, qui est un collectif d'artistes basé à Jakarta et qui était directeur artistique de la Documenta 15. Cet événement artistique est réalisé tous les 5 ans et il fait régulièrement polémique pour les questions très politiques qu'il soulève. Et justement, Art Review place ce collectif en première position parce que c'est une entité qui donne à l'art une pertinence sociale selon leurs termes. En deuxième position, on a Cécile Alemani qui est la curatrice de la 59e Biennale de Venise. Puis on remarque surtout que les méga-galeristes et représentants de musées sont toujours présents mais à des rangs inférieurs. Peut-être une manière de remettre en cause la force des institutions. Côté français, on a Emmanuel Parotin, Kader Attia, commissaire de la Biennale de Berlin, et enfin Guillaume Desanges, qui est président du Palais de Tokyo, qui fait son entrée à la 77e place. Merci beaucoup Sybille et nous avons le plaisir de recevoir à présent ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Caroline Boudehen. Bonjour Caroline Boudehen. Bonjour Nicolas. Sybille. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes journaliste, vous êtes cofondatrice de C'est Contemporaine, vous êtes également directrice associée de C'est Contemporaine et vous êtes auteur d'un livre Boom de l'art contemporain en Chine. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est si on parle de boom de l'art contemporain en Chine, c'est que ça fait référence à un marché qui est plus récent que les autres, le marché chinois en matière d'art contemporain ? Oui, voilà, exactement. En fait, l'art contemporain est présent en Chine depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années. Mais c'est pendant les 5-6 dernières années qu'il s'est vraiment révélé. Et je parle effectivement de boom parce que ce n'est pas arrivé au goutte à goutte. C'est-à-dire que sur 3-4 ans, on a vu des musées éclore un petit peu partout dans le pays. Des galeries, des lieux hybrides aux 4 coins de la ville. Enfin, quand je dis la ville, c'est plutôt Shanghai. Moi, j'étais basée là-bas, mais c'était un petit peu la même chose à Pékin et Shenzhen. Voilà. Et tout ce qui se passe politiquement en ce moment, ça ne va pas avoir trop de conséquences sur ce boom ? Alors ça, c'est à voir. Si, bien sûr. Je pense, notamment lié aux fermetures de lieux, puisque c'est toujours très, très tendu. Les lieux ouvrent, les lieux ferment. On l'a vu avec les dernières foires d'art contemporain à Shanghai il y a 2 semaines. Elles ont ouvert une journée en preview et elles ont fermé, puisqu'un cas de Covid avait été détecté. Donc, si, je pense que... Et là, quand une foire ferme, elle ferme totalement ou à distance quand même, ou de manière digitale, on peut... Non, de manière digitale, bien sûr. Oui, d'accord, oui, c'est ça, mais physiquement, c'est fermé. D'accord. Fermé. Donc les stands étaient quand même loués, achetés. Donc ça a quand même des impacts économiques... assez conséquents, effectivement, pour les galeries en question. Quelque chose de très fort que vous décrivez dans votre livre, c'est du coup tout le lien qu'il y a entre l'art contemporain et le luxe. C'est quelque chose qu'on comprend peut-être un peu moins en tant que... européen. Est-ce que vous pouvez nous décrire en fait ce qui se passe, ce qui a été créé comme lien entre ces deux mondes en Chine ? Je pense que de toute façon, d'une manière assez globale, le luxe et l'art ont une grande histoire ensemble. Maintenant, ce qui se passe... le luxe a toujours été un grand mécène de l'art contemporain. Maintenant, ce qui se passe en Chine, c'est que le mécénat a dû s'adapter. Il s'est adapté parce qu'il ne s'agit plus en fait de conforter une élite, mais il s'agit d'engager les natifs. Donc ces fameuses générations Gen Z et Millennials qui ne fonctionnent plus du tout comme leurs parents, et c'est très vrai en Chine. C'est une génération à part qui est, comme on le sait, ultra connectée, qui fonctionne avec le digital, qui fonctionne en groupe et qui ont des codes complètement différents. Donc le luxe s'est adapté. Et au-delà de la simple collaboration artistique, on peut voir en Chine il s'agit maintenant de nouvelles notions comme j'explique dans mon livre, le Q-Retail, qui est un mot hybride qui se compose de to curate, donc une exposition en anglais, donc organiser une exposition, faire la scénographie d'une exposition, et du mot retail, qui est donc la vente de produits au détail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le Q-Retail ? Ça veut dire montrer en fait ces produits, organiser en fait la vitrine de son magasin ou ce qu'il y a à l'intérieur, à la façon d'une exposition artistique. Donc il y a 2 façons de le faire. Il y a en boutique, partout dans la ville, les boutiques se transforment. Et il y a aussi les grandes expos des marques de luxe qui, à travers des grands thèmes, subliment leur image en y engageant de l'art contemporain. Donc ça donne des grandes expositions comme The Artist is Present de Gucci, Voler, Voyager, je ne le dis pas dans le bon ordre, c'est Voler, Voguer, Voyager de Vuitton, qui était une expo itinérante d'ailleurs. Donc ce sont des expos spectaculaires, vraiment, et on y incorpore vraiment une façon de mettre les produits
à la façon d'une œuvre artistique et d'une façon très immersive également. Et ça, on le voit, pardon, mais on le voit que sur le sol chinois? Ça vient aussi maintenant en France, mais moi, je l'ai D'accord. beaucoup vu là-bas. Et cette notion de curatage qui est complètement exploitée, mais dans la vie quotidienne également, ça, c'est très, je pense que ça, c'était très chinois quand c'est sorti. Et quoi d'autre? Ça, ce sera vraiment une manière pour eux, enfin, on va quand même appeler ça une exposition, et c'est une manière pour rendre l'art populaire. C'est vraiment aller chercher le nouvel acheteur, en fait, parce que finalement, oui, il faut renouveler sa clientèle. C'est ça, et puis surtout, ce sont des acteurs hyper importants du marché, que ce soit pour l'art ou pour le luxe. Donc il faut s'adapter, donc c'est un gros challenge pour les marques en Chine. On revoit les notions de désirabilité, c'est plus les mêmes façons de séduire un public, et surtout, ce sont eux qui font, je dirais, ce sont eux qui font le marché, en fait, quelque part. Donc il faut s'adapter, il faut trouver de nouveaux moyens, et c'est, comme je le disais, une génération très, très digitalisée. Donc, comment on fait revenir un public dans des lieux en béton? Eh bien, ce sera l'expérience. Donc, ces grandes expositions, c'est pareil, on parle vraiment d'expérience. C'est des générations vraiment qui ont une exigence sur ça. On va voir une expo pour la tester, on a envie de s'y amuser, on veut la découvrir. Oui, c'est ça, il va falloir apporter du divertissement, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, l'art est très décomplexé. Et le luxe aussi, d'une certaine façon. Et l'art, ce qui a gagné aussi là-dedans, c'est quelque part se démocratiser, mais en conservant une certaine exclusivité que le luxe garantit, en règle générale. Donc c'est un bon win-win, en fait. Et vous dites que ce seront les nouveaux acheteurs, et du coup, eux, ils sont intéressés par quoi aujourd'hui? Par quel type d'art? C'est de l'art chinois, ou ils seront encore intéressés par des œuvres, comme on a connu des ventes où ils vendaient des œuvres d'artistes européens Alors, je dirais un peu les deux, même si la majorité des acheteurs... Alors, voilà, quand on parle d'art contemporain en Chine, les principaux acheteurs d'art contemporain, les principaux collectionneurs ont entre 25 et 35 ans. Donc, ce qui est très jeune. Par rapport à ce qu'on connaît ici. Exactement. Et ils ont les moyens entre 25 et 35 ans? Donc, ils ont les moyens. C'est pour ça. Ce sont des générations très spéciales qui ont bénéficié de l'aisance financière de leurs parents. Donc, pour la principale majorité ont été étudiés à l'étranger, donc se sont ouverts aux influences étrangères et ont une culture assez globale. Donc qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent en Chine? Eh bien évidemment, la culture qui leur parle le plus, c'est pas forcément la culture chinoise, ce sera la culture populaire, enfin pop, et de l'héritage occidental. D'accord. Donc quand ils ont, donc les premiers achats d'œuvres d'art contemporain, évidemment, ce sont des artistes étrangers qui remportent la palme, et surtout ceux qui sont liés à d'autres domaines comme la mode, la musique, le hip-hop, donc culture plus populaire. Ouais, ce sont des générations très fans de Kaos, par exemple, de Daniel Arsham, ce genre d'artistes, pardon, et qui proposent également des séries limitées. Donc c'est aussi une première façon d'acheter. Et puis ensuite, on a les mécènes, ce que j'appelle les mécènes, des collectionneurs un peu plus aguerris, qui ont déjà des collections, qui ont pareil, la trentaine en termes d'âge, et qui vont, une fois abattis et s'être aguerris en tant que collectionneurs, s'intéresser à la scène locale pour la mettre en valeur. Voilà. Oui, parce que dans votre livre, vous parlez souvent d'acheteurs chinois qui vont s'intéresser vraiment aux arts qui vont faire référence à l'histoire, aux traditions chinoises, et du coup, ça, ce sera plutôt des acheteurs un peu plus âgés que vraiment les 25-35 ans. Alors oui, en fait, c'est plutôt une phase, je dirais, chez les artistes. Le nouvel intérêt porté aux traditions et aux valeurs traditionnelles, au savoir-faire, c'est plutôt côté artistes qui repartent finalement à la recherche de leurs origines. Parce que pareil, génération aussi qui a été coupée au niveau de la transmission culturelle avec la révolution culturelle, tout simplement. Il y a un manque, il y a un vide. Et donc ce désir de retrouver ces racines, de les rechercher à travers les savoir-faire des minorités, ça c'est une grande tendance qu'on voit se dessiner en Chine, du côté des artistes. Et là, il y a quand même beaucoup d'artistes qui parlent de sujets politiques, sociaux. Est-ce que apporter ce genre d'art, quand on est un galeriste international en Chine, on va tout de suite être face à une censure et une population qui va aller à l'encontre de ces œuvres, ou justement la population jeune va vouloir voir autre chose que ce qu'on peut leur présenter sur leur territoire?
Alors, je dirais, la censure, elle a toujours existé en Chine. Donc, en fait, quand on crée en Chine, on la connaît. C'est une censure politique, c'est une censure au niveau de la sexualité. Donc, oui, non, la censure est toujours très forte en Chine. Après, les artistes chinois vivant en Chine le savent et en jouent. Et c'est comme j'expliquais beaucoup. C'est pas parce qu'on est un artiste vivant dans un pays où, vu de l'extérieur, on devrait porter un engagement sur la liberté, etc. Les artistes ont le droit de parler d'autres choses également. Et voilà, on a le droit aussi de peindre un rapport au monde différent, que ce soit en termes d'écologie, d'environnement ou de simples questions d'artistes qui sont beaucoup plus globales ou plus abstraites. Voilà. Merci beaucoup Caroline Boudehen d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice associée de C'est Contemporaine. Vous êtes également auteur du livre Boom de l'art contemporain en Chine. Merci également Sybille Aoudjan d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine pour l'art à la une. Merci à toutes les deux et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.